Bonjour à tous, merci d'être là. On va vous parler d'un retour d'expérience, vous présenter un retour d'expérience sur la mise en place de l'IA générative dans un contexte de génération de description de produits, en particulier de pneus. Je commence par dire un grand merci à Rémi et Hugo qui sont venus témoigner pour Tire Knitting et je vais les laisser se présenter. Merci pour l'invitation Arnaud. Je suis Rémi et je vous présente Hugo qui travaille avec moi. On travaille chez Tire Dating qui est une filiale du groupe Michelin et notre métier c'est d'accompagner les e-retailers dans le domaine du pneumatique à construire leur site, mesurer leurs performances et optimiser la conversion sur ces sites. Voilà, e-retail factory en gros. Donc moi je suis Arnaud Dumont, je suis fondateur d'AlgoCat. AlgoCat c'est une solution qui enrichit les catalogues en ligne. En fait on les rend plus performants. On fait trois grandes choses. On va chercher déjà la donnée manquante sur les produits. Donc on verra que ça a été notamment le cas ici. Parce que dans beaucoup de contextes, notamment sur les marketplaces, souvent on manque d'informations sur les produits. Ensuite, on a des IA qui vont enrichir le catalogue. On va déjà ranger les produits dans la bonne catégorie. On va aussi enrichir les attributs pour que les filtres de recherche fonctionnent bien. Et on fait de la génération de description. Donc on travaille notamment pour Cultura, Leclerc. J'ai mis aussi Ocaseo pour montrer qu'on peut aussi travailler pour des plus petits. Ocaseo, c'est du C2C de jeux de société. Voilà. Et Leclerc, on travaille pour la marketplace. Donc on va débloquer des produits qui sont bloqués parce qu'il manque justement des informations. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter les enjeux pour Tire Knitting ? On a du coup un produit qui s'appelle Expert Tires, qui est un PIM multimarque pour les pneumatiques, et dans lequel on gère plus de 1900 produits différents à travers plusieurs langues et plusieurs marques, 41 marques, plus à venir. Et tout l'enjeu qui est autour justement de cette information produit, c'est d'être maintenue à jour, d'être pertinente et d'augmenter le taux de conversion à chaque fois qu'il est présenté sur un site web. On a aussi des enjeux forts en termes de coûts, puisque aujourd'hui la traduction peut enfin se passer d'humain et parfois être plus pertinente encore qu'une rédaction humaine. Donc ça permet de réduire les coûts et la vitesse de traduction. On avait aussi un enjeu très fort sur les descriptions absentes de certains produits, parce que parfois ça arrive, on n'a pas toutes les descriptions à l'entrée à la construction du catalogue, et donc dans ces cas-là il faut glaner les informations, les rassembler, les traiter, et donc il y a un enjeu de complétion du catalogue assez fort. Et tout ça à une vitesse remarquable, puisque du coup l'idée aussi c'est avec les clients très exigeants auxquels on propose le catalogue, c'est de pouvoir leur proposer un catalogue à jour quasiment en temps réel. Voilà. Merci Hugo. Et Rémi, est-ce que tu peux maintenant nous présenter la méthode qui a été mise en place pour du coup mettre en place l'IA générative ? Ouais, alors du coup, au tout début de ce projet, on a eu besoin de mettre en place une méthodologie. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir nos clients, en fait, donc les sites qui vendent du pneumatique. On va donner un exemple plus tard, mais voilà, d'aller récolter le besoin. Donc la récolte du besoin, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là ? C'est comment on rédige une fiche produit en réalité. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? Avoir un espèce de brief. Donc ça a été une première phase. Et dans un deuxième temps, data, c'est-à-dire récupération d'informations techniques. Alors, informations les plus précises possibles, donc in fine, elles doivent venir au moins directement des fabricants. Mais pour ça, on s'est appuyé sur un service de veille interne au groupe Michelin qui nous permet d'avoir des infos techniques, une première classification sous forme d'attributs, et pas mal de données d'entrée sur les pneus. Et c'est ces données que AlgoCat utilise dans le cadre de cette méthodologie.
Effectivement, donc c'est là que nous on intervient. Donc on récupère donc pour chaque pneu en fait, on a une URL vers le site du fabricant qui décrit le pneu. Donc ça peut être un communiqué de presse, ça peut être une fiche technique. On va scraper cette page, donc ça va être la source d'information. Et ensuite on va identifier des attributs clés. Donc là j'en ai mis quelques-uns. On a par exemple les saisons, est-ce que c'est un pneu 4 saisons, un pneu hiver, etc. Le marquage, les normes qui sont des normes spécifiques à chaque fabricant, mais dont on peut ensuite déduire des recommandations. Donc par exemple sur ce pneu en particulier, c'est un pneu qui est recommandé pour véhicules électriques et qui émet peu de décibels. Voilà. Donc là on a un exemple à droite d'un pneu qui a été scrappé. Ça va être le pneu fil conducteur de la présentation. Donc c'est le Pirelli Scorpion MS. Voilà. Ensuite on va fabriquer le prompt. Donc en fait AlgoCAD, nous on n'est pas un LLM, on appelle GPT en l'occurrence pour générer des descriptions. Et en fait, notre valeur ajoutée, c'est de construire un prompt qui va donner des bons résultats et notamment éviter les hallucinations. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué en fait, avec GPT pour générer des descriptions, mais on a très vite des erreurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les IA génératifs ne peuvent pas avoir dans leur base d'apprentissage l'ensemble des produits qui existent sur Terre. Donc, en fait, elles vont puiser dans des produits qui leur paraissent semblables et du coup très fréquemment mettre en avant des caractéristiques qui ne sont pas correctes. Donc pour remédier à ça, il y a un des composants du prompt, c'est les données, dont les caractéristiques. Donc d'où l'étape précédente qui est super importante en fait, de récupérer en fait, les attributs importants sur les pneus et sur les produits en général pour pouvoir les injecter dans le prompt et s'assurer que la description qui va être générée est correcte. Les autres composants du prompt, ça va être le contexte, la mise en situation. Donc là, on explique à GPT que on souhaite vendre un pneu. Un objectif, donc ça va être le vocabulaire utilisé, à qui on souhaite vendre le pneu, qu'est-ce qui doit être mis en avant, etc. Et la structure, puisqu'en fait, on a toujours évidemment des attentes, et en l'occurrence, Tire Dating avait des attentes très précises en termes de structuration du texte généré. Vous voyez ici, donc toujours sur ce pneu fil conducteur, le Scorpion MS, le résultat sur le site d'Euromaster, donc Euromaster qui est un des clients de Tire Dating. Rémi, tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur la structure justement Ouais, ici du coup, pour chaque pneu en fait de cette expérience, à chaque fois on a généré une courte description, une longue description et ce qu'on appelle les talk points, donc qui sont 3 points, on va dire 3 petits points résumés des grandes caractéristiques du pneumatique. Dans le cadre d'Euromaster, c'était d'autant plus important d'avoir des talk points fidèles, je dirais, parce qu'ils apparaissent en premier sur la page du site. Voilà, c'est souvent pas très facile de choisir un pneu pour un consommateur, donc c'est un choix UX qui a été fait. Donc ça fait aussi partie, au moment où on fait la récolte de besoins, pour apprendre, pour découvrir comment le contenu est rédigé. En fait, c'est un des points clés, c'est de savoir qu'est-ce qui doit apparaître en premier sur le site. Voilà, donc ça découle directement de cette étape d'analyse. Merci Rémi. Et si tu veux aussi nous partager les résultats, donc suite à la mise en place de la solution. Donc les résultats de Spock, puisque ça a été un proof of concept à un moment donné. La première exigence, c'était d'obtenir des descriptions sans erreur. Pour une raison simple, c'est que quand on vend du pneu, et d'autant plus du pneu en hiver, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des hallucinations dedans pour tout simplement éviter des accidents ou un mauvais choix de pneumatique, quoi. Donc pas d'erreur dans les descriptions, c'était une condition sine qua non. Ensuite, on a procédé à une enquête auprès des 4 managers sur une enquête un peu plus qualitative, donc sur l'exactitude et la qualité de l'argumentaire de vente. C'est-à-dire que là, on s'est intéressé à est-ce que le contenu qui apparaît sur le site, enfin qui apparaît en résultat, est un contenu qui pourrait être produit par quelqu'un dans un garage, par exemple. Voilà. Donc sur ça, on a eu d'excellents retours également. Ce succès, on va dire, en termes de qualité de contenu, ça nous permet de faire des économies sur du temps de rédaction, tout simplement. Alors c'est du temps qu'on réinjecte, on va dire, sur de la vérification du contenu.
puisque cette dernière devient d'autant plus importante. Et enfin, l'accélération du process de création, c'est super important de pouvoir être réactif quand un pneu arrive sur le marché. Alors, en réalité, on découvre rarement au dernier moment qu'un pneu arrive sur le marché, mais il se peut qu'une description doive être réécrite, retraduite ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, le process devient très très rapide grâce au process AlgoCAD. Merci Rémi. Ensuite, on va partager un retour d'expérience. Donc, comment en fait TireNetting et AlgoCAD sur cette génération de description de pneus et qui s'applique en fait à tous les types de produits. Le premier, c'est d'impliquer les équipes métiers. Pourquoi ? Le prompt, en fait, c'est la traduction. La demande qu'on fait à GPT, c'est la traduction d'un discours commercial, d'attente marketing. Et donc, pour le construire, on l'a vu avant, il faut en fait vraiment connaître le besoin. Et donc, les équipes métiers doivent être impliquées dans le process. C'est super important. Ensuite, disposer de la donnée technique. Donc là, on l'a vu, si on n'a pas au préalable structuré sa PIM, si on n'a pas les informations techniques sur le produit, on aura des hallucinations, c'est sûr. Les IA génératives ne vont pas être capables de produire un texte qui ne contient pas d'erreur. Voilà, vraiment pour insister, le prompt quelque part, en fait, c'est Rémi qui avait dit ça, je trouvais ça pertinent. C'est le rétro-engineering d'un discours commercial. On va essayer de comprendre comment le pneu est vendu efficacement et du coup traduire ça en prompt. Et il y a un élément assez intéressant qui est apparu en regardant les résultats, c'est qu'on voyait qu'il y avait une différence de qualité, de taille de description en fonction de la gamme du pneu. Et au final, c'est assez logique, puisqu'en fait, comme on cherche à la base de l'information auprès du fabricant, on retrouve là, dans les textes qui sont générés, une différence entre les pneus premium, où en fait les fabricants mettent beaucoup plus d'informations à disposition, et les pneus budget, où la source d'information est beaucoup plus réduite. Et voilà. Je sais pas si tu veux... Ouais, non, c'est vrai que c'est un point super intéressant qu'on n'avait pas spécialement anticipé au début du POC. Du coup, ça amène la conclusion que c'est des cas à gérer différemment après dans sa génération de contenu. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de générer des contenus pour des pneus budget pour lesquels on a peu de data, mais on doit pouvoir dire à GPT justement, lui faire comprendre cette absence de contenu et quelque part soit l'aider à la compléter, soit lui permettre de produire quelque chose qui corresponde à la cible aussi qui est visée. Donc ça a été une des conclusions du POC très intéressante aussi. Et une autre conclusion, c'est que le prompt doit vivre. Puisque justement, c'est une traduction d'un discours commercial, d'attentes marketing qui peuvent évoluer au fil du temps. En fait, il est amené à évoluer au fil du temps, donc il faut les faire vivre. Et il faut évaluer régulièrement, alors pas toutes les descriptions générées évidemment, mais par sondage, évaluer fréquemment les descriptions générées pour avoir un cycle vertueux où en fait on va améliorer au fil du temps les descriptions qui sont générées. Rémi, est-ce que tu peux nous donner quelques perspectives sur la suite ? Ouais, je commençais un peu à évoquer du coup la suite de cette expérience. C'est directement aller vers plus d'adaptation des descriptions. Il y a trois pistes majeures. La gamme de produits, comme je le décrivais. La cible, est-ce qu'on s'adresse à un client particulier ou à un gestionnaire de flotte qui vont pas avoir qui vont pas regarder les mêmes choses dans les descriptions. Et également par client, c'est-à-dire est-ce qu'on veut qu'il y ait le même contenu sur Euromaster, sur Black Circle, sur d'autres acteurs du pneumatique. C'est une question, c'est une question qu'on peut poser. Et l'opportunité de travailler justement avec l'IA générative permet de diversifier ce contenu et de répondre à des exigences SEO néanmoins. Donc c'est un chantier qu'on souhaite observer. On a la génération multilingue, puisque comme on l'a vu en introduction, on est sur une couverture européenne, mais actuellement on fait appel à une agence de traduction pour les contenus. On souhaite gagner du temps également sur cette phase-là. Et enfin, l'automatisation du process, ça sera le step final, on va dire, pour gagner toujours plus en flexibilité. C'est encore là qu'on peut gagner du temps sur la génération des contenus.
Merci beaucoup Rémi et Hugo. Merci à toi. Nous avons été très efficaces sur la présentation. Du coup, on va pouvoir prendre des questions. Ouais. Merci beaucoup. J'avais une très bonne présentation d'abord. Merci beaucoup. J'avais une question sur l'impact business des descriptions que vous générez. Donc, on a vu l'impact sur le temps gagné pour générer les descriptions. Est-ce que vous avez pu mesurer un impact sur les ventes directement? Non, j'ai pas encore de métrique là-dessus. Désolé. Okay. Merci. Et j'ai une deuxième question, si je peux me permettre. Sur les hallucinations, c'était très clair sur le fait que les GenAI généraient des nouveaux caractéristiques qui n'existaient pas. Mais qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, des superlatifs ou des choses qui pourraient avoir un impact légal? Par exemple, ils ne peuvent pas dire que c'est les meilleurs pneus du monde, par exemple. Est-ce que ça, vous vérifiez et comment vous passez autour de ça? Donc ça, oui, on peut le piloter aussi. On va demander d'avoir un texte généré qui soit sobre, parce que c'est vrai que les IA ont tendance à utiliser beaucoup de superlatifs. Donc c'est des choses qu'on arrive à maîtriser aussi. Ouais. Et puis il y a aussi on a parlé tout à l'heure des normes un peu marketing, c'est-à-dire Noise Cancelling System par exemple de Pirelli. C'est-à-dire que traduire ces normes qui sont vraiment là qui sont flatteuses en réalité, les traduire en attributs très concrets sur ça c'est un attribut acoustique, ça c'est un attribut électrique, ça c'est pour du visuel. En fait ça permet aussi de mettre en place des choses, des datas très concrètes en entrée et d'éviter ce genre d'exagération. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve après avec des pneus budget qui ont une adhérence meilleure que du Michelin. Donc déjà, ça ne plaît pas à ma maison mère, mais en plus, c'est pas forcément exact pour le client. Merci. Il y a une toute dernière question. Vous faites que les pneus aujourd'hui ou vous avez d'autres industries sur lesquelles vous avez testé ça? Moi, c'est que du pneu. Alors, Tail Editing, c'est que du pneu. Nous, on travaille pour d'autres secteurs aussi. Ouais. Ouais. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, oui, monsieur. Est-ce que le projet a généré de la résistance au début ou des craintes et comment vous l'avez géré? Ouais, pas forcément. Est-ce qu'on peut, ouais, on peut parler de crainte un peu, c'est-à-dire que quand on a parlé de ce projet au tout début, c'était un peu dans l'éclosion de GPT. Voilà, donc il y avait un peu une forme d'excitation et à la fois une forme de dire attention, c'est pas magique, la compétence pneu, c'est quand même des humains qui l'ont. C'est difficile de remplacer la rédaction, etc. Les contenus vont être faux. Beaucoup de craintes sur, comme je le disais tout à l'heure, notamment sur les pneus hiver. Voilà, une des premières craintes qu'on m'a remontées, ça concernait les pneus hiver. Voilà, c'est des choses qu'on a essayé de catégoriser, d'en faire des KPI pour voir si on arrivait à aller au-delà de ces craintes. Mais oui, au tout début de la démarche, il y en a eu, ouais. Ce que je dirais juste aussi, c'est qu'il y a un moment où on s'est fait un autotest où il fallait deviner justement ce qui avait été écrit par un humain et ce qui avait été écrit par ChatGPT. Et en fait, globalement, on n'arrivait pas à faire vraiment la différence et on notait que certains prompts étaient bien meilleurs que ce que les humains avaient pu produire. Oui, merci. J'ai loupé le début de la présentation en fait parce que j'étais sur une autre conférence et pas synchronisé. Est-ce qu'il y a des hallucinations? Est-ce que vous les corrigez? Et ensuite, est-ce que vous allez passer sur l'usage d'exemples de rubriques déjà rédigées et en multimodal avec des vidéos et avec des photos qui vous permettent de rédiger des fiches descriptives peut-être en partant dans la richesse documentaire que vous avez sur les films vidéo que vous pouvez tourner sur vos pneus? Alors donc les hallucinations, effectivement, on les évite en injectant dans le prompt les informations importantes sur le produit. Voilà, donc c'est effectivement le problème récurrent sur les IA génératives et on le corrige en s'assurant d'avoir bien structuré au préalable la base de données avec les attributs qu'on va faire ressortir. En fait, on va aider l'IA générative à mettre en avant les bonnes caractéristiques et à les interpréter. Parce que GPT est tout à fait capable de dire sur d'autres types de produits qu'un label énergétique G est peu consommateur d'énergie. Voilà. Et donc après, on ne fait pas de multimodal non, pour le moment. Une dernière question, mais vous n'êtes pas en production du tout sur cet outil, vous êtes juste un POC. Si, maintenant c'est en production maintenant du coup. Donc on a un process, de génération des contenus, de vérification, puisque on ne fait pas confiance à 100%, forcément, il faut vérifier, mais de la même façon que si c'était un rédacteur humain en réalité.
Il y a quelle productivité? Je veux dire, il y a combien de descriptifs qui sont générés par année? Actuellement, donc, on suit nos campagnes, on fait des campagnes de rédaction de contenu à chaque fois qu'on a des nouveaux contenus. Donc on est à peu près à 20 nouveaux contenus tous les 2 mois. C'est une chose qu'on souhaite accélérer, mais il faut savoir qu'il y a environ 80 pneus par an, entre 80 et 100 pneus par an nouveaux qui sortent, qui nécessitent au contenu d'être réécrit. Après, une phase, c'est aussi la réécriture de contenus déjà existants. Par exemple, on peut aussi imaginer que pour un pneu qui vient de sortir, le contenu prévoit de dire que le pneu vient de sortir, et puis qu'en fait, 1 an après, on revoit le contenu pour préciser que c'est en fait un best-seller du marché, quelque chose de déjà très connu. Donc ça, c'est aussi une piste d'amélioration pour nous. Bonjour. Entre l'idée et les premiers déploiements, combien de temps à peu près? Il y a eu 6 mois. 6 mois. On a eu l'idée il y a à peu près 1 an, je pense. On a vraiment lancé l'idée il y a à peu près 1 an, en décembre dernier, il me semble. Et le premier déploiement s'est fait en mai ou juin 2024, donc à peu près 6 mois. Le temps de concerner les équipes métiers. Ça, c'est une phase qui a été assez longue aussi, puisque faut trouver les interlocuteurs. On gratte, et puis c'est difficile de trouver parfois quelqu'un qui sait vraiment construire l'argumentaire de vente dans des organisations aussi vastes. Donc ouais, ça a pris environ 6 mois, je dirais. Sur 100 contenus, combien vous devez modifier? En fait, le taux de fiabilité en fait, de la solution. Alors par campagne, j'ai environ 2 à 3 contenus qu'il faut modifier. À savoir que je refais tourner le prompt en réalité, et souvent ça colle. Donc voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Est-ce qu'il reste des questions? Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute.